1618. L'Europe est au bord de la guerre la plus destructrice de son histoire. Un cataclysme de 30 ans qui va engloutir le continent. Les viols, les massacres et les rumeurs de cannibalisme hanteront le pays. La guerre, la famine et la peste décimeront des populations entières. Hommes, femmes, enfants, soldats et civils. Personne ne sera épargné dans un conflit qui continue de marquer l'histoire européenne jusqu'à nos jours. Notre vidéo est sponsorisée par Europa Universalis 5, le nouveau jeu de grande stratégie de Paradox qui vous place aux commandes de l'histoire européenne. Nous utiliserons des cartes, de la musique et des illustrations du jeu pour reconstituer l'un des conflits les plus complexes et les plus dévastateurs de l'histoire. Cent ans après la réforme protestante qui a divisé la chrétienté en camps rivaux, l'Europe est profondément divisée. De nombreux dirigeants du Nord ont adopté les enseignements protestants inspirés par Martin Luther. Dans le Sud, la plupart restent fermement catholiques et fidèles au pape à Rome. La suspicion, les troubles et la violence sectaire se propagent comme un virus. En Angleterre et en Écosse, le roi protestant Jacques craint une résurgence du catholicisme. En France, les autorités catholiques s'inquiètent de la subversion protestante. Les Hollandais protestants luttent désespérément pour leur indépendance vis-à-vis de l'Espagne catholique, un conflit brutal qui en est déjà à sa 5e décennie. Mais c'est dans le Saint-Empire romain germanique que les divisions sont les plus profondes. Il ne s'agit pas d'un royaume unifié, mais une mosaïque de royaumes, de principautés et de duchés, dont beaucoup formeront un jour l'État moderne d'Allemagne. Voltaire plaisanta plus tard en disant que ce n'était ni saint, ni romain, ni un empire. Au lieu de cela, chaque mini-État a son propre gouvernement, mais tous sont encadrés par le Saint-Empereur romain germanique. L'empereur est une figure de proue élue par 7 puissants princes et archevêques. Pendant des siècles, ce rôle a été assumé par un membre de la dynastie des Habsbourg, souverain dominant de vastes territoires européens, dont l'Espagne et ses colonies d'outre-mer. Les empereurs sont de fervents catholiques, mais leur Saint-Empire romain germanique est aussi divisé religieusement que le reste du continent. Depuis un traité de 1555, la paix religieuse est maintenue sous le principe de cuius regio et ius religio, dont le royaume, dont la religion. Cela signifie que tous les sujets doivent suivre la foi de leurs dirigeants. Mais il est impossible d'imposer une croyance d'en haut. Les missionnaires luthériens et calvinistes se disputent les conversions. De nombreux catholiques sont prêts à se battre pour réunifier la chrétienté sous le pape. Le Saint-Empire romain germanique est une poudrière prête à exploser. Les premières étincelles jaillissent en Bohême. La noblesse locale est diverse sur le plan religieux et farouchement indépendante. Ici, les hussistes de Bohême ont rompu avec Rome un siècle avant la Réforme. Mais la Bohême est sous la domination directe du roi Ferdinand, un Habsbourg et un catholique pur et dur. Il annule les concessions et démolit les églises non catholiques. Ces provocations délibérées suscitent la colère des nobles et des réformateurs de Bohême. En mai 1618, ils coincent 2 ministres de Ferdinand au château de Prague, les soumettent à un procès sommaire et les jettent, ainsi que leur secrétaire, d'une haute fenêtre. Les 2 ministres, Wilhelm Slavata et Jaroslav Borsita, survivent à la chute. Les alliés catholiques
affirment que des anges les ont sauvés. Les rebelles protestants affirment qu'ils ont atterri dans un tas de fumier. Une chose ne fait aucun doute. La Bohême est en rébellion ouverte contre le régime impérial catholique. Le premier acte de violence dans ce qui deviendra bientôt le conflit le plus meurtrier que l'Europe ait jamais connu. Ferdinand a de puissants alliés. Le duc Maximilien de Bavière, chef de la Ligue catholique de l'Empire. Le duc de Saxe, luthérien, mais dont la loyauté est assurée par des promesses de terre. Et la puissance de l'Espagne des Habsbourg, la plus grande puissance d'Europe, ne veut pas laisser les bouleversements en Allemagne menacer sa voie d'approvisionnement vers les Pays-Bas. Mais cette faction impériale est immédiatement confrontée à de sérieuses menaces. Les rebelles de Bohême assiègent Vienne, tandis qu'une force transylvanienne, soutenue par l'ennemi le plus acharné de l'empereur, l'Empire ottoman, envahit la Hongrie, incendiant des villages, saisissant de la nourriture et dévastant le pays. Les Ottomans hésitent à engager leurs propres troupes dans la force d'invasion. C'est un moment puissant de type « et si » de l'histoire européenne, et exactement le genre d'histoire alternative que vous pouvez explorer dans Europa Universalis 5. Pourriez-vous profiter des divisions au sein de la chrétienté pour créer un plus grand empire ottoman en Europe centrale? Des moyens diplomatiques et militaires sont à votre disposition, ainsi que des manipulations dynastiques. En août 1619, enhardis par leur succès sur le champ de bataille, les Bohémiens déposent Ferdinand et le remplacent par l'un des leurs, et le couronnent roi Frédéric. Mais dans un retournement de situation, l'empereur du Saint-Empire romain germanique meurt, et Ferdinand est lui-même élu nouvel empereur le même mois. La révolte locale des Bohémiens est désormais un acte de trahison contre l'autorité impériale. Le vent tourne. Ferdinand sollicite l'aide de la Pologne catholique, qui envoie des forces de cavalerie harceler les Transylvaniens, qui sont refoulés en Hongrie. En novembre 1620, une force d'élite de la Ligue impériale et catholique rencontre l'armée rebelle indisciplinée à la Montagne Blanche, à l'extérieur de Prague. Le combat est bref, mais sanglant, et en un peu moins d'une heure, 1 millier de soldats protestants sont massacrés. Le mouvement d'indépendance, né de Bohême, semble avoir été écrasé. Mais le plus large conflit est loin d'être terminé. Et bientôt, les flammes de la guerre de religion se propageront à travers le continent. Après sa victoire à la Montagne Blanche, l'intransigeant empereur Ferdinand réprime. Les chefs des rebelles sont arrêtés et exécutés. Les têtes coupées sont exposées au public. En 1621, les forces vengeresses de l'empereur descendent sur le Palatinat, patrie du roi usurpateur de Bohême. La même année, la trêve entre l'Espagne et les Pays-Bas expire et le conflit ouvert reprend. Elle s'intégrera bientôt dans la plus large guerre européenne entre catholiques et protestants. Avec l'aide de l'Espagne, les forces de Ferdinand passent 3 ans à écraser toute résistance, nettoyant le Palatinat, la Rhénanie et la Westphalie. À la fin de l'année 1623, la majeure partie de l'Allemagne occidentale est occupée par la ligne catholique. Les seigneurs du nord de l'Allemagne, en majorité protestants, sont alarmés par la présence d'armées catholiques proches de leurs frontières. En 1625, Christian, roi du Danemark et duc de Holstein allemand, déclare la guerre à Ferdinand et marche vers le sud, une frappe préventive pour sécuriser son empire sur l'Allemagne du Nord. Les forces de la Ligue catholique marchent vers le nord pour affronter les Danois et leurs alliés. Ils sont dirigés par 2 brillants commandants, Johann Serclas, comte de Tilly dans les Pays-Bas espagnols, et Albrecht von Wallenstein,
chef de l'armée impériale de Ferdinand en Bohême. Wallenstein est un protestant de Bohême, mais aussi un commandant mercenaire notoirement ambitieux. Les deux hommes sont les héros de la victoire de la Montagne Blanche. Pendant 3 ans, les forces catholiques repoussent les Danois hors de l'Allemagne, tandis que Wallenstein occupe la côte baltique. Le roi danois n'a aucun espoir de victoire. En 1629, il se rend aux catholiques. La même année, Ferdinand renforce la suprématie catholique en publiant l'édit de reconstitution, un document qui freine la propagation du protestantisme depuis 1555. Il s'agit d'une mesure incendiaire, totalement inacceptable pour les protestants. Même les catholiques fidèles sont consternés. Les princes puissants qui élisent et soutiennent l'empereur sont connus sous le nom d'électeurs impériaux. En 1630, ils se rassemblent à Ratisbonne. Ils renvoient Wallenstein et réduisent la taille de l'armée, espérant ainsi désamorcer le conflit et contenir les instincts destructeurs de Ferdinand. Mais leurs mesures vont trop loin, laissant le nord de l'Allemagne pratiquement sans défense. Le moment choisi ne pouvait pas être pire. Une violente tempête se prépare dans le nord, et bientôt, elle s'abattra sur leur précieux empire et y laissera un terrible sillage destructeur. Le roi Gustave Adolphe de Suède est un luthérien militant qui craint une présence des Habsbourg sur la mer Baltique. En juillet, il navigue vers le sud, en Poméranie. Il rallie rapidement plusieurs États d'Allemagne du Nord à sa cause, la plupart du temps sous la menace de la force. Son armée atteint presque 40 000 hommes. Mais une ville s'allie volontiers à lui, la ville protestante de Magdebourg. La réponse des forces catholiques et impériales, désormais toutes commandées par le comte de Tilly, est terrible. En mai 1631, Tilly prend d'assaut Magdebourg. Ensuite, selon le maire de la ville fut livrée au meurtre, aux incendies, au pillage, à la torture et aux coups. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents furent assassinés et massacrés de toutes sortes de manières impitoyables et misérables. À 10h du soir, la ville entière, ainsi que son bel hôtel de ville et toutes ses églises, étaient en cendres. Plus de 20 000 personnes sont ainsi massacrées, soit presque l'intégralité de la population. Ce massacre insensé constitue une puissante propagande en faveur de la cause protestante. Des brochures et des lettres illustrées circulent, détaillant les horreurs et alimentant un cycle de représailles violents. De nombreux catholiques devront faire face à une vengeance appelée « justice de Magdebourg ». Les plus malchanceux d'entre eux sont obligés de goûter le tristement célèbre Schwedentrunk, la boisson suédoise. Les victimes ont la bouche ouverte et l'estomac rempli d'eau, de saleté et d'excréments jusqu'au point d'éclater. L'intervention de la Suède déclenche les horreurs kaléidoscopiques de la guerre de 30 ans. Les armées du XVIIe siècle déferlent comme des sauterelles à travers l'Europe. La plupart sont des mercenaires, payés avec le butin qu'ils s'emparent des terres conquises. Ils dépouillent des régions entières avant de passer à un autre. La plupart de ces armées sont organisées selon le système espagnol. Elles s'articulent autour du tercio, une grande formation carrée, généralement de 20 à 25 hommes de profondeur, composés de piquiers et de mousquetaires. Ils sont complétés par la cavalerie, utilisée en tant qu'éclaireurs, pour harceler les ennemis ou pour les charges opportunes, et par des régiments d'artillerie. Ensemble, les mousquets peuvent être dévastateurs, mais individuellement, ils sont imprécis et lents à recharger.
Les mousquetaires sont également vulnérables à la cavalerie rapide et nécessitent de solides formations de piquiers pour les défendre. Le système espagnol a dominé pendant un siècle, mais récemment, les choses ont changé. Des nouvelles formations d'infanterie de style hollandais, appelées bataillons, sont plus petites et moins profondes, avec une plus grande proportion d'armes à feu. Cela les rend moins durables, mais aussi plus flexibles, mobiles et capables de tirer des volées plus denses et plus mortelles. Et il y a une volonté d'intégrer l'artillerie au reste de l'armée. Gustave Adolphe est l'un des premiers à adopter le nouveau système et à le perfectionner. Ces tactiques agressives et innovantes, avec des unités plus petites, plus d'armes à feu et de l'artillerie légère intégrée dans chaque régiment, rendent son armée étonnamment rapide, mobile et mortelle pour sa taille. Ils lui valent également la réputation de père de la guerre moderne et les éloges d'hommes comme Karl von Clausewitz et Napoléon Bonaparte, le considérant comme l'un des plus grands commandants militaires de tous les temps. À l'été 1631, il semble inarrêtable. En septembre 1631, l'armée suédoise de Gustave Adolphe, renforcée par des troupes venues de Saxe, rencontre le comte Tilly près d'un village appelé Breitenfeld. Avec près de 40 000 hommes de chaque côté, c'est l'une des plus grandes batailles de la guerre de 30 ans et un affrontement entre deux de ses commandants les plus célèbres. La cavalerie de Tilly charge l'aile droite suédoise. Elle est accueillie par un feu dévastateur et repoussée à 8 reprises. À l'autre bout de la ligne, la cavalerie catholique met en déroute les Saxons sur le flanc gauche de Gustave. Mais à mesure que les forces catholiques avancent, une brèche s'ouvre entre elles, que Gustave exploite avec une contre-attaque dévastatrice. Tilly est pris au dépourvu. Ses rangs s'enfuient, laissant au moins 7000 morts sur le champ de bataille et presque autant fait prisonniers. Le nombre de morts suédois et saxons est légèrement supérieur à 2000. Breitenfeld est une victoire écrasante pour Gustave Adolphe et la première défaite majeure de Tilly, un tournant qui ouvre la voie aux Suédois vers le sud. À Rhein, Tilly tente de les arrêter, mais échoue, et le vieux général catholique est mortellement blessé. L'empereur Ferdinand se tourne vers un vieil allié, Wallenstein. En juillet 1632, Gustave se déplace à nouveau vers le nord, à Nuremberg. Wallenstein installe son camp à proximité. Les deux camps ont du mal à trouver de la nourriture et sont ravagés par la famine et la maladie. Wallenstein lève le camp pour parcourir la Saxe à la recherche de ravitaillement. Gustave suit et offre la bataille près de la ville de Lutzen. Il a besoin d'une victoire rapide avant que Wallenstein puisse être renforcé, mais un épais brouillard gâche son plan. Dans le chaos, Gustave mène une charge de cavalerie, se perd dans le brouillard et est tué. Sur le papier, Lutzen est une nouvelle victoire suédoise, mais la mort du roi est un coup dur. La cause protestante est sous le choc de la perte du Lion du Nord, l'un des plus grands innovateurs et dirigeants militaires de l'histoire. Si Gustave Adolphe avait abandonné Lutzen, l'histoire aurait pu être très différente. Et l'on considère parfois que de tels incidents et accidents sont aussi importants pour l'histoire que ces grandes forces structurelles, comme la culture et la démographie. Europa Universalis 5 est un jeu dans lequel vous pouvez utiliser de nombreux leviers pour influencer le destin de l'État-nation que vous avez choisi. Mais l'inattendu peut toujours vous faire dévier de votre trajectoire, tout comme ce fut le cas pour le royaume de Suède. Dans ce bac à sable sophistiqué pour créer une histoire alternative,
Le test sera de voir si vous pouvez résister à de telles tempêtes et avancer vers l'Empire et la gloire durable. Cet hiver-là, les troupes suédoises sont mutinées et désespérées. Mais Wallenstein retient ses forces à l'est, près de ses propres domaines. En janvier 1634, l'empereur Ferdinand apprend que Wallenstein a négocié sa propre paix séparée. Il est déclaré traître, acculé par les officiers impériaux à son quartier général, et lui aussi est tué. C'est la fin d'une époque. 3 géants sont morts, Tilly, Gustave et maintenant Wallenstein. L'empereur tourne son attention vers le fléau suédois. 33 000 soldats impériaux pénètrent en Bavière. 26 000 Suédois les affrontent dans une bataille rangée à Nördlingen. Sans leur chef totémique, les Suédois courent au désastre. Ils perdent la moitié de leur armée, un coup potentiellement fatal. Mais cela attire un nouveau joueur dans le combat. La France. « 1635. La guerre fait rage depuis 17 ans. Des centaines de villages allemands sont en ruine. Les pénuries alimentaires sont chroniques. Les rapports de cannibalisme abondent. Des soldats assiégés mangent leurs camarades morts. Des femmes dévorant leurs propres enfants. Des années de pillage, de banditisme et de guerre ont plongé les populations du monde entier dans le désespoir et la détresse. Les forces anti-impériales sont en désarroi. L'empereur Ferdinand propose une solution. Il jure de mettre un terme à ces attaques contre le protestantisme. Une amnistie générale est proclamée. Les alliances entre des puissances étrangères sont interdites. Les princes protestants se précipitent pour accepter les conditions. Mais la guerre ne s'arrête pas. Un nouvel acteur puissant veillera à cela. Bien que catholique, la France est encerclée par les domaines des Habsbourg, une grave menace stratégique. Le cardinal Richelieu, Premier ministre français, impitoyablement pragmatique, finance depuis des années des forces anti-Habsbourg. Il s'engage désormais dans un conflit ouvert et déclare la guerre à l'Espagne. Mais Richelieu se retrouve immédiatement confronté à une crise. La vallée du Rhin est sécurisée par les alliés allemands de la France. Mais les forces espagnoles pénètrent en France par le nord et l'est. Ils s'approchent à 110 km de Paris avant d'être repoussés. Pendant ce temps, l'armée suédoise est dans un état lamentable. Impayée, mal approvisionnée et mutinée. Mais l'argent français et de nouveaux renforts leur permettent de continuer à se battre. Et puis, un autre coup de tonnerre dans un ciel bleu. En février 1637, Ferdinand II, l'homme dont l'intransigeance a précipité l'Europe dans la guerre, meurt à l'âge de 58 ans. Son fils et successeur, Ferdinand III, est capable, pondéré et plus flexible. Mais il n'a pas la cruauté de son père et il est pris au dépourvu par l'énergie renouvelée des Suédois. Johan Banner, le commandant en chef suédois agressif, mène une série de campagnes audacieuses et remporte des victoires surprenantes à Wittstock et Chemnitz. Mais ces lignes de ravitaillement ne peuvent pas soutenir une avance soutenue, et à chaque fois, il est contraint de se retirer. Puis, lui aussi meurt de maladie en mai 1641. L'année suivante, ses successeurs rencontrent à nouveau les impériaux à Breitenfeld et remportent une nouvelle victoire écrasante. Les Suédois se retranchent en Saxe.
près du cœur du pays des Habsbourg. 1643 sera une année charnière. Au mois de mai, le duc Louis d'Enghien, âgé de 21 ans, écrase une armée espagnole à Rocroi. C'est l'une des plus grandes victoires militaires de la France et elle sécurise sa frontière nord de la menace espagnole. Les Français avancent ensuite vers le sud de l'Allemagne, mais leur avancée s'arrête à Tuttlingen grâce aux efforts du commandant bavarois d'acier Franz von Mercy. Ce même automne, l'alliance fragile entre la France et les Suédois est confrontée à une crise, alors que l'armée suédoise marche vers le nord pour envahir le Danemark. Il s'agit d'une prise de possession opportuniste de terre par le gouvernement de Stockholm, motivé par un développement de la situation en leur faveur. Des pourparlers de paix ont commencé dans les villes westphaliennes d'Osnabrück et Münster. Tout le monde veut la paix, mais tous cherchent à avoir une position de négociation forte. Ainsi, les négociations et la guerre traîneront encore 5 ans. Le sud-ouest de l'Allemagne est déchiré par des armées qui s'affrontent. Jusqu'à ce que Mercy soit tué à Halleheim, en plus de 9000 autres victimes. La route vers la Bavière est ouverte, mais les Français ne peuvent pas en profiter pleinement. La victoire a paralysé leur armée. « 1645. Les Suédois sont de retour en Saxe. En poussant vers le sud, ils atteignent presque Vienne, mais avec trop peu d'hommes pour prendre la ville. Ils se dirigent alors vers le nord pour piller la Moravie et se replient. En 1646, les Français ont rassemblé leurs forces et marchent contre la Bavière. Une force suédoise les rejoint et dépasse l'armée principale de l'empereur Ferdinand, laissant la Bavière pratiquement sans défense. Pour sauver son duché, le duc Maximilien de Bavière, l'un des rares dirigeants en place depuis 1618, propose la paix, pour finalement rejoindre la guerre quelques mois plus tard. Les Français et les Suédois en ont assez et décident de porter un coup commun décisif. En mai 1648, la dernière armée de la campagne impériale est brisée à Zusmarshausen. Les restes se replient dans l'extrême sud, laissant la campagne bavaroise exposée au pillage, au saccage et à la violence gratuite. Alors que le reste des armées bavaroises et impériales résiste désespérément, une force suédoise nouvelle marche vers le sud depuis la Saxe et atteint Prague. Par un coup du sort, il capture Jaroslav Borsita, l'un des hommes jetés par la fenêtre du château 30 ans auparavant. Mais les Suédois ne peuvent pas prendre la ville. Les deux camps sont épuisés, à bout de ressources et d'énergie. Puis, début novembre, une nouvelle capitale arrive. La paix. Après 5 ans de discussions en Westphalie, les conditions ont finalement été fixées. Les termes, l'indépendance des Pays-Bas vis-à-vis de l'Espagne, avec celle de la Suisse, un des rares États impériaux à avoir réussi à rester neutre pendant la guerre. Une plus grande tolérance religieuse en Allemagne. Il ne doit y avoir aucune conversion forcée de sujets, sauf dans les terres sous domination directe des Habsbourg, et des concessions territoriales aux principales puissances anti-Habsbourg. La France reçoit l'Alsace, tandis que la Suède gagne la Poméranie occidentale, ainsi que 3 ports allemands importants. Après 30 ans de guerre, c'est une paix avec laquelle tout le monde peut vivre. La guerre de 30 ans fut un désastre sans précédent dans l'histoire de l'Europe. Une révolte locale autour des droits religieux
qui a ravivé d'anciennes rivalités et alimenté des ambitions personnelles, jusqu'à ce que presque toute l'Europe se retrouve en guerre. On estime que 5 à 8 millions de personnes sont mortes, la plupart à cause de la famine et de la maladie. Les zones les plus durement touchées ont perdu presque 2/3 de leurs habitants. 1/5 des Allemands ont péri, une proportion bien plus importante que lors des 2 guerres mondiales. Même après la paix de Westphalie, l'Espagne et la France se sont battus pendant 11 ans encore. Le Saint-Empire romain germanique, bien qu'affaibli, survécut encore pendant environ 150 ans, avant d'être finalement dissous en 1806 pendant les guerres napoléoniennes. Le traité de Westphalie est souvent considéré comme un tournant dans l'histoire du monde. La première conférence internationale de pays laïcs modernes est une étape majeure vers l'essor des États-nations européens. Les historiens continuent de débattre de l'importance de la Westphalie, mais une chose ne fait aucun doute. La guerre de 30 ans a jeté une ombre longue et terrible. Pendant 300 ans, ce récit est resté un avertissement terrifiant sur la façon dont un petit acte de résistance violente pouvait dégénérer en une guerre totale et destructrice. Un avertissement qui, en fin de compte, n'a pas été entendu. Merci encore à Europa Universalis 5 pour son soutien à cette vidéo. Suivez le lien dans notre commentaire épinglé pour en savoir plus sur ce jeu de grande stratégie historique unique. Et comme toujours, merci aux spectateurs qui contribuent à rendre cette chaîne possible. Et maintenant, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en rejoignant les Grognards, nos précieux abonnés YouTube qui bénéficient de badges de fidélité, d'emojis personnalisés et d'un accès anticipé aux nouvelles vidéos. Cliquez sur le lien d'adhésion sur la page de notre chaîne pour vous inscrire dès maintenant.